Donc, re-bienvenue dans nos cours de développement d'applications web modernes. Donc, la première chose que je veux jaser avec vous, c'est un peu de se remettre dans la sauce de où on est, où on s'en va, hein, qu'est-ce qu'on est en train de faire à l'intérieur du cours. Donc, dans les dernières semaines, on a travaillé à la création d'applications web. Donc, le principe d'avoir une page qui est, à place d'être un site web, avec juste des liens qui mènent à d'autres pages, d'avoir une seule page, puis d'être capable à l'intérieur de cette page-là d'avoir des éléments qui sont dynamiques pour être capable de créer une application web. Donc, on avait vu, puis on avait utilisé la librairie front-end de React qui me permettait de mettre ça en pratique en utilisant le principe de component, le principe de JavaScript, de JSX, puis de state pour être capable d'avoir une application qui était localement interactive. La problématique ici, c'est le mot localement. Donc, quand on travaillait avec cette application-là, si on rafraîchissait le navigateur, si tu pesais sur Refresh, tu te revenais puis tu revenais à la page, il n'y avait pas d'informations qui étaient gérées de manière permanente. Donc, les front-end sont très intéressants, mais ne sont pas capables d'avoir une connaissance de ce qui s'est passé autre que depuis le début du chargement de la page. Donc, pour être capable d'avoir des applications modernes, c'est pas assez, surtout que la majorité de nos applications ne sont pas purement locales. Habituellement, si on pense à Leia, si on pense à Facebook, si on pense à Instagram, si on pense à nos sites bancaires, le principe, c'est que les informations sont redirigées de quelque part, d'une place centrale. Je suis capable de communiquer avec d'autres instances de cette application-là, mettons avec Messenger ou Instagram, quand tu as un fil d'actualité, ça s'en va dans d'autres fils d'actualité de d'autres pages, de d'autres clients. Donc, si on revoit notre logique architecturale qu'on avait regardée au début du cours, dans les dernières semaines, on a travaillé sur la couche de présentation. Ce qu'on appelle le front-end, la couche frontale. Donc, dans cette couche frontale-là, on avait une application avec une interface utilisateur, puis on était capable de gérer de l'information de manière locale. Là, ce qu'on va vouloir faire, c'est travailler sur la deuxième couche d'une application avec plusieurs, de multicouches, de 3 couches habituellement. Donc, on va vouloir travailler dans les prochaines semaines sur la deuxième couche, qui est la couche logique ou la couche business. Donc, le but de cette couche-là, c'est d'être capable d'avoir un coordonnateur pour avoir un emplacement central qui va être le gestionnaire des informations. Fait que le principe, c'est que la couche de présentation, ça peut être c'est la page web. Donc, moi, en tant que client, je m'envoie sur une page web, j'ai la page web qui load, puis là, j'ai des informations qui load dans cette page-là. Je peux cliquer à des places, ça fait des choses, c'est bien. Mais, si, mettons, je poste quelque chose, si je veux aller chercher un fil de nouvelles, il faut que j'aille chercher ces informations-là de quelque part. Une connaissance centrale, un serveur central qui va être capable de m'indiquer qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les informations qui sont disponibles, qu'est-ce que je veux afficher. Fait que c'est là que vient la couche logique en jeu. Donc, le but de la couche logique, dans notre cas d'application web moderne, ça va être un point central pour disséminer de l'information. Donc, la couche de présentation, notre front-end, va ultimement être capable d'interroger le back-end. Puis, le back-end va être capable de répondre à cette requête-là. Puis, ces résultats-là vont pouvoir être affichés dans le front-end. En plus de ça, si on veut être à triple couche, la couche logique peut, elle, à son tour, faire des requêtes à une couche de données, habituellement une base de données externe, qui est capable de stocker des informations de manière persistante et permanente, qui va répondre avec ces résultats, puis là qu'on va pouvoir être capable de
transformer l'information peut-être ou faire quelques modifications pour que ça soit affiché sur la couche de présentation sans avoir un accès direct à la base de données. Fait que là, la première question qu'il va falloir se poser, ça va être qu'est-ce qui se passe dans les petits pointillés entre les deux couches? Donc, quand on travaille avec de la communication entre des éléments, parce que ça va être deux applications qui vont être séparées, ces affaires-là. Donc, la page web roule sur le navigateur local de l'utilisateur. Puis, la couche logique, elle, ça va être un serveur central, un serveur qui va pouvoir être accédé de plusieurs différents clients, de plusieurs différents navigateurs en même temps. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour être capable d'avoir une forme de communication entre ces deux éléments-là? C'est là que vient la construction d'API. Donc, le principe d'API, c'est un acronyme là, pour un Application Programming Interface qui me permet d'interfacer deux programmes. C'est ça qu'on veut faire, nous autres. Là. On veut être capable de dire ce programme-là de front-end va communiquer avec ce programme-là de back-end. Fait que pour avoir un protocole, une manière de faire qui est standardisée, on va se créer ce qu'on appelle un API, des règles de jeu, en gros, de comment communiquer l'information pour être capable d'avoir des bonnes requêtes, des requêtes qu'on est capable de reconnaître, puis des requêtes qu'on est capable de répondre dans un format standard que la couche de front-end est capable de reconnaître à son tour. Fait que pour être capable de gérer ça, il faut être conscient de qu'est-ce que l'application front-end, qu'est-ce que la couche de présentation est capable de faire comme requête, est capable de faire comme aller chercher de l'information extérieure. Parce que des fois, des API peuvent exister à l'intérieur, mettons, de deux applications qui sont installées sur le même ordi. Puis dans ce cas-là, on a différents protocoles possibles pour faire des API avec des messages système, des choses comme ça. Mais là, on a un autre type de problématique où c'est qu'on a des applications web qui vont communiquer à travers le web. Donc, il va falloir utiliser des technologies web pour être capable de construire cette API-là, puis de construire qu'est-ce qu'on est capable de faire. Fait que l'élément fondamental sur lequel on va être capable de communiquer, ça va être le principe de requête HTTP. OK? Donc, ici, juste pour savoir est-ce que j'explique des choses ou pas, si je vous parle de requête HTTP, est-ce que vous êtes capable de me dire c'est quoi les plus populaires, puis c'est quoi les différences entre celles-ci? Je vous laisse le temps de taper quelque chose, de lever la main, de prendre la parole. Le type de requête HTTP? Ouais. Ben, il y a get, put, delete, etc. Excellent, excellent. OK. Fait que on n'ira pas dans trop les détails, mais on va juste faire un petit rappel rapide. Donc, quand deux programmes sur le web veulent communiquer ensemble, le principe, c'est qu'on est capable d'utiliser différents types de requêtes HTTP, puis on dit que c'est différentes méthodes de requêtes HTTP, ou souvent on va juste dire différentes méthodes. Puis, le principe, c'est que quand on fait une requête HTTP, il va y avoir deux informations minimales avec la requête. Le type de méthode. Fait qu'il va y avoir, mettons, le get, le post, le put, le delete. Il y en a une couple d'autres, mais ce n'est pas ceux qui sont les plus utilisés. Donc, le principe, c'est que c'est représentatif des différentes opérations habituellement que tu peux faire sur des données. Fait que le get, c'est pour aller chercher, lire des données. Le post, c'est pour être capable d'émettre une nouvelle donnée, de créer une nouvelle donnée. Le put, c'est pour être capable de remplacer, modifier une donnée déjà existante. Puis le delete, c'est pour supprimer une dite donnée. Donc, c'est les 4 méthodes HTTP qui représentent les 4 actions les plus typiques de gestion de données, qui est le CRUD.
le create, read, update et delete. Donc, c'est les 4 actions que tu veux être fondamentalement capable de faire quand tu travailles avec des données. Mais il existe une deuxième partie quand on travaille avec les méthodes HTTP, qui est le principe d'URL. Okay? Donc, quand, mettons, je tape dans mon navigateur google.com, ben, si je m'en vais voir, attends, on va aller voir ici, on va inspecter ça, on va aller dans Network, on va faire un refresh. Puis, le principe, c'est que je peux aller voir c'est quoi la méthode. Puis, dans la méthode, on va avoir le type de la requête. Puis, on va aussi avoir l'URL à laquelle on a fait la requête. Donc, la méthode et l'URL. Quand on travaille avec les URL, on va regarder ensemble, là, c'est quoi les différents éléments qui composent un URL. Donc, c'est important quand on va commencer à travailler avec des chemins et tout le kit pour être capable de bien comprendre c'est quoi ces différents éléments-là. Fait que on a dans un URL là, ces différentes informations-là ici. Donc, on commence, puis on va avoir la première partie qui va être le schéma ou le protocole de communication. Donc, dans notre cas, là, habituellement, on va utiliser du HTTP ou du HTTPS pour être capable de le faire. Il faut faire attention, dernièrement, Chrome l'enlève de la barre de navigation, là, mais si je reclique dessus, là, on peut voir ici que c'est disponible. On voit que c'est du HTTPS en ce moment. Ensuite, on a le 2 c'est obligatoire. On a une première partie qui est l'autorité. Donc, en gros, c'est à quel serveur, à quel ordinateur je m'en vais cogner à la porte. Fait qu'on a le nom de domaine, okay, qui va être transformé après ça en IP pour être capable d'aller chercher un ordre spécifique. Puis, on a possiblement le numéro du port avec un 2 après un nom de domaine. Donc, le numéro du port, s'il n'est pas écrit, il va être inféré du schéma utilisé. Okay, comme HTTP, c'est 80, HTTPS, c'est 443, FTP, c'est 22. Donc, il y a des ports déjà numérotés, reconnus avec les différents schémas, avec les différents protocoles de communication. Puis, une fois qu'on a passé à travers de ça, là, on est comme connecté à l'ordinateur. Puis, c'est là qu'on va avoir différentes variations pour dire, OK, ben là, je suis connecté à ce serveur-là. Quelle est l'information spécifique que je vais aller chercher? Quelle ressource spécifique est-ce que je vais aller chercher? Donc, on a une première partie qui va être le chemin vers le fichier, donc qui va avoir des slash entre différents éléments. Donc, ces slash-là sont représentatifs de chemins, hein? Donc un peu comme des dossiers. Donc, habituellement, tu pourrais avoir un slash path slash quelque chose d'autre, hein? Puis ça serait dans la même arborescence de dossier, ou en tout cas de chemin dans la hiérarchie des choses. Puis, on a, après ça, à la fin, habituellement, une ressource spécifique. Des fois, c'est pas avec un HTML, des fois, c'est juste une ressource directe. C'est pas trop important, la fin de la ressource. Une fois qu'on a fini cette partie-là pour le chemin vers le fichier ou vers la ressource, on va avoir un autre partie. Donc, après le chemin vers la ressource, il va avoir ce qu'on appelle les paramètres. Donc, ça, c'est des informations additionnelles que tu donnes au serveur pour être capable de dire je veux particulièrement telle ou telle information, ou je veux telle configuration, ou je veux telle autre information avec. Donc, les différents paramètres vont être des clés-valeurs, hein, des key value pairs, un peu comme des dictionnaires ou des objets en JavaScript, où je vais avoir une clé égale une valeur. Si j'en veux plusieurs, je peux agencer ça avec un éperluette, un « et », avec un autre clé-valeur. Puis là, je pourrais avoir d'autres « et », d'autres clés-valeurs, d'autres « et », d'autres clés-valeurs. Ça serait ça qui sera stocké en format JSON? Aucunement. Donc là, on ne parle pas du tout de payload, on ne parle pas du tout d'information directement. On parle juste de qu'est-ce que j'ai rentré comme URL avec ma requête. Aussi, les tokens, quand on veut un jeton d'authentification, par exemple, est-ce que c'est dans les paramètres? Non plus. Donc là, on va voir que ça va être dans la réponse à cette requête-là qui va avoir des éléments additionnels.
OK. Le dernier, ça va être quelque chose que nous, on ne verra pas beaucoup avec la création d'API, mais quand tu fais des sites web, ça peut être intéressant. Tu as le principe d'encre, okay, des anchors. Puis, quand tu es dans une page web, puis que quand tu veux rafraîchir la page web, retourner à cet même endroit-là, plutôt qu'au début de la page, tu peux avoir une dernière partie qui va être un hashtag, un pound, un sharp, dépendamment de quelle langue ou quelle interaction tu vas avoir. Puis après ça, on a un encre qui aurait été seté dans la page elle-même. Donc, le dernier, l'encre, nous autres, on n'ira pas travailler avec ça. Mais les deux autres, le chemin puis les listes de paramètres, ça, c'est des choses intéressantes qui peuvent être retrouvées facilement. Ben, qu'on va utiliser avec la création de notre API. Encore une fois, hein, nous autres, notre idée, c'est qu'on veut créer une couche là, entre notre front-end et notre back-end pour qu'on soit capable de faire une requête puis qu'on soit capable de répondre à cette requête-là avec des informations. Fait que ici, quand moi j'ai fait le test ici puis que j'ai été chercher Google, j'ai eu une réponse. Hein? La réponse était du code, ben pas du code, mais une page HTML hein, qui allait être représentée. Pour des sites web, puis des applications web, ça marche très bien, OK, pour un serveur web. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut faire en ce moment-là. Nous, ce qu'on veut, c'est on va utiliser des technologies web, mais c'est pas pour faire un site web. C'est pour faire un serveur qui va nous permettre de répondre à des requêtes spécifiques puis de retourner de l'information spécifique. Fait que c'est là qu'on va commencer à regarder avec le principe d'API puis le principe de réponse à des API. Je veux. OK. Allez, on va aller à une autre place. OK. Fait que ici, c'est juste un site web là, qui démontre le genre de choses qu'on peut faire avec des API. Fait que le principe, c'est que là, on est sur une page web, là, c'est normal, mais je vais avoir des chemins spéciaux, okay, donc des URL qui vont être construits d'une manière spécifique, puis qui vont me retourner ici. Comment, too much? Hop. On va en essayer un autre d'abord. Ça a planté? Ça a l'air que l'heure. Moi qui clique deux fois sur un lien, c'était too much. Pour moi aussi. Non, pour moi. Ça doit être le cas. OK. Il faut débugger ça. Il a manqué d'électricité. Et voilà. Ouais. Ah, il dial, moi, ici. Hein, c'est fou. Ok, Google semble pas fonctionner pour moi en ce moment. 30 secondes. Est-ce qu'on m'entend en ce moment? Bizarre. On va pauser l'enregistrement. On est de retour. Donc, on parlait d'API hein, qui utilisaient les requêtes web pour être capable de gérer les transactions. Hein, mais ce n'était pas des sites web. Là, hein. Le but, c'était vraiment d'avoir une couche qui me permet d'envoyer une requête puis recevoir une réponse. Fait que ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser des URL spécifiques. Ici, je vais faire un refresh. Puis, en utilisant un URL spécifique, avec une méthode spécifique, je vais pouvoir recevoir un
type de réponse qui va être plus des données directes, plus qu'une page web. OK? Puis là, le principe de l'API, qu'est-ce qui va me permettre d'être configurable? Ben, ça va être quoi l'adresse que j'utilise? Donc, si, mettons, j'utilise products1, tu vois que ça me donne le premier produit. Hein, puis, je peux changer l'URL pour aller chercher d'autres produits. Donc, là, ici, ce que ça m'a fourni comme résultat, c'est pas une page web, hein, c'est pas un fichier HTML. En fait, ici, ce que ça m'a renvoyé comme résultat, c'était un fichier JSON. Donc, ici, je ne sais pas si on va le voir dans la réponse. Oui. Donc, on peut voir ici que ça nous dit, là, dans la réponse, ça nous dit que c'est du JSON. Donc, le principe du JSON, c'est d'être capable de représenter des objets JavaScript de manière textuelle. OK? Donc, ici, donc, je m'en vais. J'ai quelque chose comme genre example. Donc, le principe du JSON, c'est d'être capable de prendre ça, puis que ce soit une représentation d'un objet JavaScript, hein, que nous, on sait qui est une structure de données avec des clés, des valeurs à l'intérieur. Hein, c'est ça le principe d'objet en JavaScript. Ben, le JSON, c'est le JavaScript Object Notation. Donc, c'est juste une manière de transférer cette information-là de manière textuelle. Puis, étant de manière textuelle, ça va être facile de envoyer ça comme transfert d'informations. Fait que l'API que nous, on veut créer, ça va être une couche, OK, qui va pouvoir recevoir des requêtes à travers des URL, puis qui va pouvoir retourner des informations habituellement sous forme de JSON. OK? Puis, dans les payloads aussi, autres que le JSON, il pourrait avoir aussi d'autres éléments comme des cookies, ou c'est que tu aurais des cookies de session, des choses comme ça. Mais nous autres, ce n'est pas quelque chose qu'on va regarder spécifiquement dans ce cours-ci. On va plus s'attarder sur la création d'API puis la gestion d'informations à travers un API. Fait que là, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que je construis, ça va être quoi les différentes ressources que je peux avoir. Hein, parce qu'on peut voir ici, admettons, dans la description de l'API, hein, ça nous dit voici les différentes méthodes que tu peux utiliser. Puis pour ces méthodes-là, voici les différents URL que tu peux utiliser avec une liste de produits, un seul produit, un recherche avec un query. Hein, donc on avait vu tantôt le principe de query. Puis on a des pauses pour être capable d'en rajouter, et ainsi de suite. En passant aussi, quand on fait des posts, des puts et des deletes, ce n'est pas des choses qu'on peut faire directement dans le navigateur. Hein? Le navigateur, lui, est fait pour faire des get. C'est ça, quand on écrit une page web, là, puis qu'on va chercher, ça fait un get. Fait qu'on va aller se chercher des outils aussi pour être capable de faire des requêtes plus spécifiques pour l'ajout et ainsi de suite d'autres éléments. Qu'est-ce qui est bon là-dedans? Ça c'est dit, ça c'est dit, ça c'est dit. Donc, comment est-ce qu'on fait pour construire, puis comment est-ce qu'on fait pour décider là, que ces éléments-là, c'est des choses intéressantes? Donc, il existe différentes manières de créer ces API-là. Celle qui est la plus moderne, ou en tout cas celle qui est la plus utilisée, ça commence à devenir un peu moins moderne, puis plus le standard à ce point-ci, là, avec des nouvelles affaires qui essayent de pogner en popularité, mais qui ne réussissent pas. On a des API de type REST. OK? Donc, REST, un autre acronyme qui est pour le Representational State Transfer. Donc, le principe, c'est que
ça va désigner comment gérer l'accès à nos différentes méthodes HTTP. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être capable de gérer ça? Donc, ici, en passant, tous ces liens-là là, que je donne, c'est des liens habituellement que j'ai mis dans le chat de notre cours. Ceux qui sont pertinents à regarder par la suite. Donc, là, ici, on est dans comment est-ce que je fais pour utiliser les différentes méthodes pour des services RESTful. Fait que le principe, c'est que quand on fait des services REST, okay, donc l'adjectif c'est RESTful, okay, donc de type REST, restant. Je ne sais pas en français comment je pourrais agencer ça, mais de type RESTful. On va avoir donc les différentes méthodes. Puis le principe, c'est d'être capable de faire une requête pour une action. Donc, de ne pas avoir à avoir une séquence qui devrait être suivie. Donc, chaque requête est ce qu'on appelle stateless. Ça veut dire que chaque requête peut être faite de manière individuelle. Il n'y a pas de précurseur, puis il n'y a pas de post-curseur pour être capable de réussir à faire une requête si tu as les bonnes informations dans la requête. La deuxième chose, c'est que les différents URL possibles doivent être d'une manière qui permet d'identifier l'information que je veux aller chercher en utilisant une arborescence vers la structure de données. Fait que si on retourne voir notre petit exemple, on a le principe de products qui me retourne tous les produits. Puis si je veux avoir moins que ça, je vais utiliser products / une information identifiante. Hein? Fait que 1, 2, 3, 4, 5, un numéro d'identification. Et le principe, habituellement, c'est qu'à l'intérieur de chacune des informations, il y a toujours le ID qui existe pour chacune des informations à l'intérieur de mes structures de données. Mais je peux aussi commencer à faire de l'arborescence sur des catégories. Okay? Fait que je pourrais ici aller dire « Donne-moi les catégories des produits ». Puis là, c'est une liste d'éléments. Puis là, donne-moi les catégories des produits, puis donne-moi juste les produits de cette catégorie-là. Donc, on peut voir ici, en descendant dans l'arborescence, ça me permet d'aller chercher des informations plus spécifiques ou d'avoir des variances. Là, le principe derrière, c'est que habituellement, il va falloir donner une documentation avec cette API-là pour être capable de bien l'utiliser, pour voir c'est quoi les routes possibles, pour voir c'est quoi les options possibles. Fait que quand on veut accéder à des sites ou à des services de manière externe, ben c'est à travers ces genres d'API REST-là qu'on va travailler. Fait que si, admettons, je veux travailler, je sais pas moi, avec Twitter, OK, pour aller chercher la liste des tweets, puis être capable d'aller chercher les informations, ben, on peut, mettons ici, je vais aller chercher un exemple. Un exemple d'une requête. Si j'ai un exemple d'une requête, je m'en vais sur l'autorité, le site web. Puis là, après ça, je peux aller sur qu'est-ce que moi je recherche. Ah, donc, je peux voir ici, j'ai, là, ici, c'est sûrement la version de l'API, parce que ça se peut que ce soit la version 1, 2, 3. Là, je veux ici, je veux les user by username, puis là, j'ai une variable que là, ça serait moi qui déciderais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Puis là, le principe, c'est que tu peux aller voir c'est quoi la référence, puis là, de voir c'est quoi tous les éléments, toutes les différentes manières d'aller faire des requêtes. Puis là, habituellement, tu vas pouvoir aller comme chercher, puis là, ça va te dire qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça va te retourner comme réponse pour être capable de travailler avec. OK? Fait qu'on a le principe de je veux me créer une couche de logique. Je veux me créer une couche de logique pour être capable d'interfacer avec mon application front-end. Pour être capable d'interfacer avec mon application front-end, il va falloir que je crée un API
OK, nous autres, on décide d'en faire des API de type REST pour être capable de gérer les différents cas possibles de nos applications. Puis, il faut être capable de répondre à ces réponses-là avec du JSON ou avec un résultat quelconque. Fait qu'on a ça en tête. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour être capable de faire ça? Fait que le principe, c'est qu'il existe une panoplie de différentes applications parce que pour le front-end, puisque c'était dans le navigateur, puisque c'est une application web qui roule dans le browser, qui roule dans le navigateur, dans le furteur, en fait, en français, on n'avait pas le choix d'utiliser des technologies qui utilisaient du JavaScript. Mais pour la couche logique, le serveur web, ça peut être une application qui roule sur un ordi qui est prête à recevoir des connexions. Fait que il existe une panoplie de différentes possibilités pour des serveurs web. Hein? Donc, un serveur PHP, que je pense que vous avez utilisé dans votre premier cours, c'est un exemple d'un back-end, okay, qui pourrait être ultimement la source d'un API. Il existe d'autres solutions dans d'autres langages, comme ici, on en a une, donc je donne un exemple en Python, okay, avec une application qui s'appelle FastAPI. Fait qu'on peut voir ici, le principe, ça, c'est du Python, OK, on n'a peut-être jamais fait, mais on peut voir ici qu'on a des choses qu'on reconnaît un peu, là, des méthodes, des get, puis ce qu'on va appeler des routes. Hein? Donc, on configure les choses, on fait ce qu'on a besoin. Si je veux faire ça en Java, je suis aussi capable. Moi, je veux un scooplet. Donne-moi quelque chose de mieux que ça. Non? OK. Mais en Java, tu es capable de faire la même chose avec des servlets, avec JSP. Ici, tu me donnes-tu un exemple de code de ça? Non, OK. Des fois, c'est compliqué en Java, parce que tout est compliqué en Java. Mais nous autres, on ne veut pas rien de ceux-là. Puisqu'on a fait notre front-end en JavaScript, on va utiliser un back-end qui est en JavaScript. Comme ça, on va utiliser le même langage plutôt que d'essayer de jongler plusieurs langages pour être capable de faire ça. Donc, on va utiliser un serveur web JavaScript. Puis celui-là qui est le plus commun, le plus reconnu, puis le plus simple d'apprentissage, ça va être Express. Donc Express.js, donc c'est un serveur web qui travaille par-dessus Node.js. Donc Node.js, on l'a déjà installé, c'était notre environnement pour exécuter du JavaScript sur nos ordinateurs. Donc on va vouloir utiliser, installer et configurer Express à l'intérieur de ce cours-ci. Donc, tu peux faire des applications web aussi. Donc, tu pourrais avoir une application web React qui est gérée par Express. Mais nous autres, on va l'utiliser particulièrement pour la création d'API qui va nous permettre de construire, gérer des données à l'intérieur de notre structure là, de multicouche. Fait qu'aujourd'hui, ce que je veux regarder avec vous, c'est s'assurer de savoir comment l'installer, puis aussi les différents outils, qui vont nous permettre de travailler avec des requêtes HTTP. Fait que si on commence, puis on va aller regarder comment l'installer pour travailler avec. Donc, il existe avec Express un peu comme on avait le scaffolding avec Vite, okay, donc la génération d'un squelette. Là. Il existe aussi l'Express Generator, mais il est vraiment plus gros, l'Express Generator, pour qu'est-ce qu'on a ultimement besoin nous autres. Là. Fait que nous, on va commencer en regardant comment est-ce qu'on fait pour l'installer. Puis en fait, on peut skipper ahead, là. Puis, il y a juste une chose à faire pour l'installer dans un dossier pour qu'il soit comme disponible dans tous les fichiers de ce dossier-là. Puis, ça va être juste de
installer Express directement. Fait que si on fait ça de notre côté, donc j'ai Visual Studio Code. En ce moment, je suis dans un dossier qui est pour notre cours avec différents dossiers à l'intérieur que moi, je n'irai pas dedans. Puis là, moi, je vais commencer à travailler avec des fichiers directement, directement à l'intérieur d'ici. Là. Puis je vais être capable d'utiliser Express dans ce fichier-là. Fait que pour être capable de faire ça, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement npm. Puis là, en passant, tu n'as même pas besoin de marquer install. Là. Tu peux juste marquer i. Parce qu'on est fainéants, on est des programmeurs. Puis en faisant npm i express, ça va automatiquement gérer tout ce que tu as besoin, puis aller installer Express. J'espère que mes problèmes... Oui. Est-ce que Express puis le React seront dans le même projet? C'est pas obligatoire. Donc, quand on est en multicouche, le principe, c'est que la couche de présentation puis la couche de logique peuvent être complètement indépendantes. Comme je dis, la couche de logique, ça pourrait être complètement une autre application, d'un autre langage de programmation. Fait que ça ne serait certainement pas dans le même projet. On va voir plus tard que une fois qu'on va avoir compris que les deux sont indépendants, puis comme qu'il faut rouler les deux en même temps, il existe des frameworks qui vont intégrer les deux pour ne pas avoir à faire deux configurations séparées. Donc, ils sont indépendants de nature, mais peuvent être combinés pour se faciliter la vie. Ouais, d'accord. Et dans le fond, ça veut dire sur GitHub, on aura deux dépôts. Si on avait deux projets, ce serait un dépôt pour le back-end, puis un autre pour la couche représentative. Dans ces genres de cas-là, ce qu'il faudrait avoir, c'est un seul dépôt, mais que là, dans ce cas-là, il faudrait avoir deux dossiers à même le dépôt. Donc, habituellement, ça serait marqué genre front-end server ou front-end back-end, des choses comme ça. OK, ça, c'est une mode, ça, les monorepos, là. Ouais, ben c'est ça, là. Puis, ben, même là, c'est pas comme le principe du monorepo, parce que ça reste quand même genre un projet, là, qui travaille ensemble, là. Le principe du monorepo, c'est plus comme genre la compagnie au complet a juste une affaire avec tous leurs différents produits à l'intérieur, là. Fait que... Si mon API, là, je voudrais faire aussi une application mobile qui consulte l'API, ça serait un troisième projet, un troisième dossier dans le dépôt. OK. Là, ici, je vais... Oups. On va faire ça, mais c'est pas grave. Essayer de repartir ça. OK. Parce que mon Internet est comme à moitié cassé. Il a fallu que je me connecte par Wi-Fi plutôt que par réseautique. Fait que là, il y a sûrement qui essayait de prendre la mauvaise route. Mais non, on est correct. On a fait le npm install. On va pouvoir que ça a installé le node modules directement dans le dossier principal. On a un package.json. Puis là, nous, on va pouvoir commencer à écrire à l'intérieur de cette partie-là. Fait que, une fois qu'on a cet élément-là, on peut retourner sur le web et aller voir notre Hello World. Fait que le principe, c'est que je peux prendre ce code-là et être capable d'aller le mettre dans mon fichier pour avoir une première version de notre Hello World. On se questionnera pas sur qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur de ça. C'est ce qu'on va faire demain. Aujourd'hui, ça va vraiment être juste de le faire fonctionner correctement. Donc, pour être capable d'exécuter ce fichier-là, donc on avait vu qu'on a la possibilité d'exécuter le fichier directement en invoquant Node, puis en appelant le fichier lui-même. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait quand on avait travaillé directement avec Node dans les premiers cours avec juste le JavaScript, puis ça part le serveur. Ou sinon, si vous avez une extension qui s'appelle CodeRunner. Oh, ouais. Donc, CodeRunner. CodeRunner me permet d'avoir un petit Python play
puis de plus facilement avoir accès à ces éléments-là. Donc, on a ici le petit Python Play qui fait en sorte que l'application s'exécute. Puis on peut voir ici que le petit Python Play devient un petit Python Stop, qui est un élément intéressant. OK? Donc, élément intéressant, je vais faire clear, je vais refaire mon... Quand j'exécute mon application Express, hein, c'est comme le serveur web de React. C'est un serveur qui va être événementiel, hein, qui va attendre des événements. Donc, ce principe-là, c'est que ce serveur-là continue de rouler tant que moi, je ne l'arrête pas. OK? Donc, il faut faire attention. C'est à nous de le repartir manuellement à chaque fois, puis de l'arrêter pour être certain que toutes les choses se passent bien. Fait que je le roule. Ça dit... Attends, on va le arrêter, on va cleaner ça, on va juste avoir une version. On voit ici que j'ai ça qui travaille sur le port 3000. OK? Fait que si on prend nos connaissances du web, puis on s'en va ici sur le localhost, sur le port 3000, on peut avoir ici, OK, notre premier résultat qui nous dit que on a réussi à travailler avec. Donc, effectivement, Robert présente Nodemon qui me permet de regarder. On va l'installer demain. Fait que pour l'instant, mais il faut quand même que tu le partes une première fois. Là. Okay? Fait que le principe d'événementiel est quand même présent. Il faut quand même que tu le partes pour que ça fonctionne. Donc, on a notre première option avec le localhost 3000. Ça va bien. Mais on a vu que dans le navigateur, on peut juste faire des opérations de get. OK? Fait que on ne sera pas capable de faire des puts, on ne sera pas capable de faire des posts, on ne sera pas capable de faire des deletes. Fait que si on veut tester notre API correctement, il va falloir avoir un outil plus approprié pour la gestion de requêtes HTTP. Fait que ça fait en sorte que quand on travaille avec Express, puis qu'on est en train de construire un API, on n'ira pas tant que ça dans le navigateur. Ce qu'on va aller à la place, c'est qu'on va aller chercher une deuxième extension, donc qui va être une sous-application pour faire des tests HTTP. Donc, il existe une panoplie d'options de tests HTTP, là. Donc, autant au niveau de la ligne de commande que d'applications externes, des choses comme HTTPI ou sinon Postman. OK? Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Visual Studio Code a une extension qui a l'équivalent de Postman à même Visual Studio Code qui s'appelle le Thunder Client. Fait que le Thunder Client, OK, donc c'est dans les extensions, tu peux aller chercher, tu l'installes. OK, 5 étoiles. 2 millions de téléchargements. Donc, c'est une extension qui va nous permettre de faire des tests HTTP de manière facile et conviviale. Fait qu'une fois que le Thunder Client est installé, tu peux aller l'ouvrir dans tes onglets. Donc, tu vas avoir un nouvel onglet qui va être un petit éclair avec le Thunder Client à l'intérieur. Je vais faire un petit clear pour qu'on puisse partir à neuf. Puis, une fois qu'on va être à l'intérieur de ça, je vais pouvoir créer une nouvelle requête. Puis le principe, c'est que je peux décider du type de requête. Donc ici, j'ai un menu déroulant là, qui me donne différentes requêtes. Vous ne le voyez pas dans mon partage, là, mais vous voyez que j'en sélectionne puis qu'il y a d'autres types de requêtes qui apparaissent. Je peux décider de... Ça va être quoi? L'URL que je vais avoir. Puis après ça, je peux envoyer la requête. Là, ici, il y a un test automatique. Puis on peut voir le résultat. Hein, donc ici, on peut voir que ça m'a donné une réponse en JSON avec des informations à l'intérieur de ça. Puis si, je ne sais pas si je fais des posts, des choses comme ça, il va me dire que... Ah non, il fait juste retourner tout le temps le welcome. Fait que lui va aussi être capable de gérer les différentes configurations. Okay, de si je veux envoyer des éléments dans le corps de ma requête, si je veux faire des queries, okay, si je veux avoir d'autres types de headers à l'intérieur, des éléments d'authentification, c'est tout à l'intérieur.
Donc, Thunder Client, extrêmement utile. Robert présente aussi un autre cas où c'est que tu es en train d'utiliser VS Code à travers une session SSH. Donc, ça va faire ça à travers la session. Excellent. Donc, le principe, c'est que si je mets le localhost 3000 ici, et que je fais send, j'ai le Hello World qui va apparaître. OK? Puis là, le principe, c'est qu'on peut voir que c'est cette information-là qui est ici. En passant, si j'essaye d'autres chemins, je peux voir ici que la requête m'a renvoyé une réponse, mais la réponse avait un code de statut qui était différent. Donc, il existe, quand on fait des requêtes web, différents codes de statut pour nous dire que les choses ont bien été ou ont mal été. Hein? Donc, le code de statut standard, c'est 200, qui dit que les choses sont OK. On a les problématiques, donc une mauvaise requête ou plus communément, la plus reconnue comme code de statut d'erreur, c'est le 404. Donc, le chemin que tu as donné, l'URL que tu as donné, n'est pas fonctionnel. Donc, ça ne me donne pas la bonne affaire. Donc, on a cet élément-là. Puis, il y en a d'autres qui sont un peu plus drôles, comme I'm a teapot. Fait que dans la documentation, dans la spécification qui a passé à travers plusieurs organismes, ça dit que si tu renvoies le code 418, c'est parce que le serveur ne peut pas faire une nouvelle tasse de café. OK? Des choses importantes. Sinon, on a aussi d'autres types d'erreurs. Quand le serveur, admettons, va avoir une erreur interne. Hein? Donc, si, admettons, tu casses l'application en faisant ta requête parce que c'est mal programmé, ça génère une erreur pendant que c'est en train de gérer la requête, tu peux avoir des codes comme l'erreur 500 qui dit que c'est le serveur qui s'est cassé dessus. Tu as fait la bonne chose de ton bord, tu as envoyé la bonne requête, tu as envoyé un bon URL, il n'y a pas de problème. C'est juste le serveur, quand il a essayé, ça a cassé d'une manière que c'est pas de ta faute. Donc, on a ce genre de possibilité-là. Donc, quand on revient, quand j'ai ici fait du charabia, puisque ce n'était pas configuré, ça l'a automatiquement renvoyé l'erreur 404 not found. Fait que pour aujourd'hui, je veux qu'on soit capable de se rendre jusque-là. OK, donc d'être capable d'avoir une petite application en prenant le Hello World, en étant capable de faire la requête, en l'ayant qui s'exécute sur le port 3000, puis d'être capable d'avoir le Hello World qui affiche. Demain, on va aller regarder comment configurer cette page-là pour avoir différents chemins, puis après ça, on va construire des affaires de plus en plus complexes pour être capable de, ultimement, relier ça à, d'un côté, notre front-end, puis de l'autre côté, à une base de données. Fait que ce serait tout pour notre partie magistrale de la journée. Donc, ce que vous avez à faire aujourd'hui, dans votre dossier, d'installer Express, de créer un fichier JavaScript, d'aller chercher le Hello World qui est disponible sur le site d'Express dans la section Getting Started, d'exécuter le fichier pour voir que ça fonctionne, d'installer le Thunder Client ou d'utiliser, si vous êtes appréciatif de Postman ou d'applications dans la ligne de commande de votre choix, mais d'être capable de faire des requêtes sur le serveur d'une manière où vous allez pouvoir contrôler le type de méthode, le contenu de la requête, les différents paramètres du query, des choses comme ça. C'est tout pour
notre partie magistrale autrement. Si vous avez des problèmes, puis c'est pour ça que je laisse du temps en ce moment, des fois, il y a du monde qui n'ont pas les choses parfaitement installées ou ils ont besoin d'un petit peu d'aide. Moi, je reste évidemment disponible durant le restant de la période pour être capable de travailler là-dessus. Sinon, nous, on se revoit demain pour être capable de regarder comment faire la configuration du serveur Express. Une question de Serge. Ouais, moi j'ai fait comme le NPM Express. J'ai créé mon fichier APP Express, mais je peux partager mon écran peut-être. Ben, au Là, pire, veux-tu qu'on s'appelle tout de suite après, comme ça on va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe? Quand je lance le App Express, il se termine tout ça. Ouais, ok, on va aller voir qu'est-ce que. Je vais arrêter l'enregistrement puis le meeting, puis je t'appelle pour qu'on regarde ça ensemble. Alright. Fait que comme d'habitude, l'enregistrement va se retrouver sur YouTube. Puis on se revoit demain, si tout fonctionne pour vous, pour regarder la configuration d'un serveur Express. Bonne journée tout le monde. Merci.